Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vois que les participants se joignent à nous au fur et à mesure. Alors, écoutez, au nom du Fonds de recherche du Québec et du Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure, KEOPS, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances intitulée Gouvernance aux dirigeants et prise de décision, la culture éthique dans l'écosystème des grands projets d'infrastructure. Je vois que vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation. Vous êtes plus de 100 personnes d'horizons divers, du secteur, disons, du milieu municipal, privé, plusieurs, donc, des grands qui travaillent, qui sont de ces grandes infrastructures du côté de la construction, ainsi que en recherche universitaire, recherche et développement. Alors, bienvenue. Je me présente, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Nous recevons aujourd'hui Luc Bégin de l'Université Laval et Yves Boisvert de l'École nationale de l'administration publique, l'ENAP, qui nous présenteront le fruit de leur travail. Je tiens à mentionner, je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQSC et responsable de l'organisation de la séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. J'en profite d'ailleurs ici pour la remercier. Avec nous également, je remercie Armance Brandenburg, qui est conseillère à la mobilisation des connaissances à KEOPS, donc qui nous accompagne, et Alexandra Prohet, qui est directrice adjointe à KEOPS. Et Mme Prohet a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice à la période de questions. Donc, questions qu'elle relayera à messieurs Luc Bégin et Yves Boisvert. Donc, elle agira ainsi comme votre porte-voix. Et donc, j'en profite pour vous indiquer qu'au moment de la période de questions, à la suite de la présentation, vous n'avez qu'à soumettre vos questions dans la section discussion ou chat qui est située dans le bas de l'écran. Et toute question pendant la présentation, n'hésitez pas à le soumettre. Donc, questions qui font écho là, à vos propres pratiques ou dans votre milieu. Alors voilà, et je veux mentionner que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants, mais sont bien dirigées vers les panélistes. Quelques mots brièvement, là, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. Alors, dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères du secteur ou des ministères ou du secteur privé, en souscrivant à nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. C'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, rapidement, c'est à la suite du lancement d'un appel de proposition dans le cadre du programme Action concertée en 2018, puis à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux que Luc Bégin et les membres de son équipe ont été sélectionnés pour mener à bien le projet soumis. Alors, pour débuter l'activité d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec depuis 2011 et dirigeant des fonds de recherche du Québec. Monsieur Quirion. Oui, merci beaucoup, Geneviève. Merci aussi à Audrey, à toute l'équipe des fonds de recherche pour le travail. C'est toujours beaucoup de travail d'organiser une activité de ce type-là. Mais on est je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Très heureux pour plusieurs raisons. Je voyais qui font partie de l'équipe de Luc Bégin-Di Boisvert. Il y a aussi Lise Langlois, qui est la directrice de l'OBVIA, l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, l'autre des grands projets des fonds de recherche du Québec. Je vois aussi que Steve Jacob fait partie de l'équipe. Et Steve, on a travaillé ensemble lorsque Steve était au cabinet du ministre François Blais il y a quelques années. Et bien sûr, Nathalie Drouin, la directrice PDG de Keops. Et on a travaillé beaucoup ensemble au tout début de la création de Keops et très heureux de se retrouver avec vous aujourd'hui. Donc, quelques mots rapidement sur les grands projets, les grandes infrastructures. La question de la gouvernance de grands projets d'infrastructures au Québec a été au cœur d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, et ce, au tout début des années 2010. Cette fameuse commission, la commission Charles-Bonneau, j'avais eu le plaisir là, de participer à certaines des délibérations de la commission. Ça a donné lieu à un certain nombre de recommandations, incluant une qui visait directement le Fonds de recherche Société et Culture, c'était de promouvoir la recherche par rapport aux grands projets d'infrastructure, tous les aspects d'éthique et de conduite responsable. Donc, ça a été fait. Les principales réalisations des fonds de recherche en lien avec tout ça, bien sûr, le financement dès le début de Keops, ce consortium international de recherche sur la gouvernance de grands projets qui est vraiment l'idée de Nathalie Drouin. Donc, dès le début, les fonds de recherche ont été partenaires avec la Ville de Montréal, avec le Port de Montréal, l'Université de Sherbrooke, et j'en oublie certainement, là, mais vraiment, on était très heureux d'impliquer dès le point de départ. Et par la suite, comme ça a été mentionné par Geneviève, l'appel à proposition lancé par le Fonds Société Culture en 2017. Et parmi les équipes qui ont été acceptées, l'équipe de Luc Bégin, et Luc va nous donner un résumé des résultats de recherche de l'équipe aujourd'hui. Ces deux initiatives, grande pertinence, compte tenu du fait que le Québec est entré depuis quelques années, je dirais depuis plusieurs années, dans une ère de très grands travaux d'infrastructure. L'appel de proposition de 2017 faisait référence aux 89 milliards du plan québécois des infrastructures. Depuis ce temps, le PQI, comme on l'appelle dans notre jargon, le plan a été rehaussé pour s'établir aujourd'hui à plus de 134 milliards de dollars. Donc, vraiment énorme comme investissement en grande infrastructure par le gouvernement du Québec depuis plusieurs années, et ça va en s'accélérant. Les travaux de recherche devenaient donc très pertinents et essentiels pour nous éclairer sur la dimension éthique de grands projets d'infrastructure, sur leur gouvernance, le processus de prise de décision des dirigeants de ces grands projets, etc. Les travaux de l'équipe de Luc Bégin nous donneront des pistes d'orientation quant aux bonnes pratiques en matière de gouvernance de grands projets d'infrastructure et quant à l'instauration d'une culture éthique en la matière. Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec, donc le budget d'il y a quelques semaines, a ajouté 4,5 milliards à son plan d'infrastructure dans une optique de développement économique post-pandémie COVID. Nos infrastructures de recherche, nos centres, instituts et regroupements de recherche sont en quelque sorte des entreprises du savoir et d'innovation qui ont un rôle à jouer dans la relance économique. Et ce, dans tous les secteurs. On peut penser aux sciences de la santé, sciences naturelles et au génie, et bien sûr aux sciences sociales et aux sciences humaines.
La contribution de la recherche au développement économique peut prendre diverses formes. Bien sûr, la création d'emplois et d'entreprises, la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, le développement d'innovations technologiques ou sociales, le rayonnement et l'attraction de capitaux étrangers, etc. Les travaux de l'équipe de Luc Bégin sont une des formes de contribution de la recherche en sciences sociales et humaines au développement économique du Québec, car les grands projets d'infrastructure ne se limitent pas et ne doivent pas se limiter qu'à une question de béton et d'ingénierie. Ils doivent être menés suivant de bonnes pratiques de gestion et de gouvernance, lesquelles participent à l'optimisation des investissements publics. Il en va de la confiance de nos concitoyens et de nos concitoyennes dans nos hauts dirigeants et dans nos institutions. Donc, encore une fois, félicitations à toute l'équipe et j'ai bien hâte de vous entendre tous. Merci. Merci beaucoup, M. Quirion. Merci de votre présence et de cette belle mise en contexte pour tous nos participants. Alors, je vais inviter Nathalie Drouin à nous rejoindre, qui est directrice exécutive de Keops, qui souhaite également transmettre un mot de bienvenue à nos invités. Oui, bonjour, bonjour Madame Godbout et merci. Et merci également à toute l'équipe du FRQ, Monsieur Quirion. Et bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir de constater combien de gens assistent à nos événements en recherche. Et aujourd'hui, je regarde le nombre de participants là, et nous sommes déjà rendus à 73 participants. Alors, c'est vraiment remarquable que vous soyez ici aujourd'hui en si grand nombre à la présentation de résultats de recherche du projet réalisé par Luc Bégin, réalisé par Yves et ses collègues, et leurs collègues en fait. Il s'agit pour Keops d'une recherche qui est plus qu'importante et à plus d'un titre. Vous l'avez mentionné, M. Quirion, Keops, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure qui vise vraiment à placer l'humain au cœur des grands projets en intégrant des dimensions sociales, comme la dimension de l'éthique, dans la réflexion et la recherche scientifique sur les infrastructures. Donc, concrètement, les travaux que nous menons et que nous finançons, comme les travaux d'aujourd'hui, visent vraiment à contribuer à l'avancement des connaissances et aussi, mais surtout, à l'amélioration des approches de gouvernance existantes dans les grands projets d'infrastructure au Québec et au Canada, en focusant sur les dimensions sociales, en focusant sur l'humain et, comme vous avez mentionné, M. Quirion, non seulement sur le béton, mais sur l'importance de considérer l'humain dans la gestion de ces grands projets d'infrastructure. Vous l'avez souligné, la commission Charbonneau, on l'a compris avec ces travaux-là qu'aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème des grands projets d'infrastructure n'ont plus le choix de soit se préoccuper de l'adoption de comportements éthiques ou de développer une culture sensible à l'éthique. Et ces concepts-là, nos deux chercheurs qui sont présents aujourd'hui vont certainement mieux expliquer que moi qu'est-ce que ça signifie pour les décideurs. Donc, il est donc primordial pour le bien-être de nos sociétés de réfléchir aux enjeux éthiques, mais surtout de réfléchir à quelles sont les stratégies pour gérer ces risques éthiques. Alors, un grand merci à toi, Luc, et à Yves pour avoir développé cette qualité de recherche, de résultats sur la gestion des risques éthiques et surtout, et vous allez nous les présenter, de nous proposer des recommandations pour intégrer ces enjeux dans les processus de prise de décision dans la gestion des grands projets d'infrastructure. Un grand merci aussi à M. Quirion. Vous savez, M. Quirion, vous nous avez permis de financer
cette recherche aux côtés de KEOPS, là, les fonds de recherche aux côtés de KEOPS, via le programme d'action concertée du FRQSC. Et vous l'avez si bien souligné, les 3 fonds de recherche, que ce soit les fonds Société et Culture, les fonds Santé, les fonds Nature et Technologie, sont partenaires de KEOPS depuis le début de l'aventure et vous nous soutenez constamment depuis 2016. Donc, en fait, vous êtes, les FRQ, notre membre fondateur, comme vous avez souligné, avec la Ville de Montréal et avec d'autres partenaires. Et c'est vraiment grâce à ce précieux partenariat, conjugué à celui des autres membres de KEOPS, qu'on peut développer au Québec une recherche stratégique, une recherche de qualité dans le domaine des infrastructures et une recherche que nous souhaitons innovante qui repose sur une approche multidisciplinaire. Donc, j'espère qu'avec ce webinaire sur les risques éthiques dans les grands projets d'infrastructure, ça va vous inspirer aujourd'hui pour développer des idées, pour discuter, pour développer des réflexions sur la façon dont on peut repenser la gouvernance de nos grands projets d'infrastructure d'une façon plus durable. Alors, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup, Nathalie Drouin. On vous retrouvera tout à l'heure pour le mot de la fin. Alors, j'invite donc au partage donc, de cette présentation et messieurs Bégin et Boisvert à ouvrir leur caméra, micro. Alors, monsieur Bégin, vous êtes professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval et vous étiez le premier directeur de l'Institut d'éthique appliquée de cette même université de 2004 à 2016. Vous êtes directeur de la revue Éthique publique, revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale depuis déjà 2010. Alors, les enseignements de Luc Bégin, travaux de recherche et publications s'inscrivent dans les domaines de l'éthique publique, l'éthique organisationnelle et l'éthique professionnelle. Je présente M. Boisvert, que je ne vois pas à la caméra. Yves Boisvert est professeur titulaire de l'École nationale d'administration publique et directeur du Centre de recherche sur la gouvernance de l'ENAP. Il a fondé et dirigé la revue Éthique publique de 1999 à 2010 et est spécialiste de l'éthique et de l'intégrité des services publics. Et il est actuellement donc chercheur principal sur une subvention du CRSH en partenariat avec la DPQ sur la stratégie régulatoire du gouvernement du Québec dans la gestion de la crise sanitaire COVID et sans faire d'erreur, la DPQ étant l'Association des directeurs de police du Québec. Alors, sans plus tarder, je vous cède donc la parole afin que vous puissiez présenter votre projet de recherche, ses résultats et pistes d'action. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est faite de présenter les résultats de cette recherche universitaire. Je vais présenter donc les diapos et mon collègue Yves Boisvert complétera au besoin quelques éléments d'information et répondra avec moi là, aux questions que vous nous adresserez. Donc, on peut changer de diapo. Je mentionne les membres de l'équipe, donc Yves Boisvert de l'ENAP, Steve Jacob de l'Université Laval, Lise Langlois de l'Université Laval et André Lacroix de l'Université de Sherbrooke. La recherche, le titre complet de la recherche est la prévention des risques éthiques dans les grands projets d'infrastructure, prise de décision des hauts dirigeants, saine gouvernance et culture attentive à l'éthique. Donc, la recherche a été financée, bien sûr, par les fonds de recherche Société et Culture et également par KEOPS, que nous tenons bien entendu à remercier pour nous avoir donné l'opportunité de conduire cette recherche. On a eu la chance de bénéficier de la participation de 5 partenaires du milieu, dont on s'est engagé de conserver l'anonymat parce que nous voulions être en mesure avec eux, justement, d'explorer des dimensions. On comprendra que lorsqu'on parle de risque éthique, il peut y avoir là certaines dimensions qui sont plus sensibles que d'autres. Alors, on tient à les remercier
à les remercier grandement. Ces partenaires, bien, ce sont des municipalités, ce sont des organismes publics et ce sont également des régulateurs dans le domaine des marchés publics. La recherche s'est échelonnée donc à partir de juin 2018 à octobre 2020. On peut changer la diapo. Je tiens à mentionner tout de suite, ça a été précisé par M. Quirion, l'initiative en question fait suite effectivement aux travaux de la commission Charbonneau, mais il faut bien comprendre que le mandat, tel qu'on l'a compris et tel qu'on a développé notre projet, ne se limite pas aux questions dont on a surtout entendu parler avec la commission Charbonneau, c'est-à-dire les questions de corruption et de collusion. La perspective qui est la nôtre, et c'est ce que je vais expliquer dans les prochaines diapos, la perspective qui est la nôtre est une perspective qui est plus large et qui vise tout un ensemble de conditions pouvant rendre possible différents types de malversations. Alors, donc, la question qui était au cœur de nos travaux est la suivante. Quelles sont les meilleures pratiques à adopter en matière de saine gouvernance dans les projets d'infrastructure, dans les grands projets d'infrastructure, les GPI? Je tiens à préciser à l'instant que lorsqu'on parle de GPI au Québec, c'est qu'on parle de projets dont les coûts estimés sont égaux ou supérieurs à 50 millions de dollars. Et s'il s'agit d'infrastructures routières, ce sont des travaux de plus de 100 millions. On comprendra aisément que très rapidement, on entre dans la catégorie des grands projets d'infrastructure lorsqu'on sait, par exemple, que la construction d'un grand centre hospitalier comme le CUSUM a coûté plus d'1,5 milliard. Alors, on comprendra bien que si on est dans les grands projets d'infrastructure déjà à partir de travaux de 50 millions, donc ça couvre toute une grande étendue de travaux. Il faut voir aussi que les résultats qu'on a obtenus sont largement transposables à des marchés publics qui seraient également moins élevés. On a abordé notre question centrale à partir de la notion de risque éthique que l'on définit ici, c'est-à-dire une situation potentielle ou réelle de vulnérabilité, et là j'insiste beaucoup sur vulnérabilité, pouvant conduire à des conséquences néfastes en matière d'éthique et d'intégrité. Je vais revenir plus loin sur cette différence très importante dans nos travaux, différence que l'on introduit en matière d'éthique et intégrité. L'objectif principal donc de ces travaux, c'était de proposer des mesures de prévention et des mesures d'atténuation des risques éthiques dans les GPI. Pourquoi atténuation? Parce qu'on ne peut pas toujours prétendre éliminer l'ensemble des risques éthiques, mais on peut au moins très certainement les atténuer, en diminuer l'occurrence. On parle également donc prévention et atténuation des risques éthiques, mais ce que ça suppose dans notre démarche, c'est qu'on s'est d'abord intéressé, si on veut être en mesure de proposer des mesures de prévention et d'atténuation, on s'est d'abord intéressé aux facteurs de risque et aux conduites à risque, et ça, j'y reviendrai, afin d'être en mesure, par la suite, d'identifier des mesures de prévention. Un exemple tout de suite de facteurs de risque éthique, les décisions qui sont prises dans la précipitation ou encore l'urgence de réalisation de certains mandats. C'est quelque chose qui est vécu, je ne dirais pas dans toutes, mais probablement dans toutes les organisations publiques qui gèrent des marchés publics. Or, l'urgence dans la précipitation, l'urgence de réalisation, ça peut induire des phénomènes de surchauffe dans certains secteurs d'activité, avec pour résultat qu'on assiste à une augmentation importante des coûts, en plus de représenter, et ça c'est bien important, il faut le réaliser, un incitatif à des malversations, parce qu'on lance par là un message qu'on est tout à fait disposé à payer, et dans des situations de surchauffe comme celle-là, bien entendu, des entreprises privées pourront être portées à gonfler des prix. Et donc, on est là
ça ne veut pas dire que ça se produit nécessairement. On est face à un facteur de risque puisqu'il s'agit d'une situation de vulnérabilité potentielle ou réelle. On peut changer la diapo. Donc, quelques mots maintenant rapidement sur les travaux que nous avons menés. C'est bien important afin de comprendre justement les résultats et donc les types de résultats qu'on vous présente aujourd'hui. On a retenu une méthodologie qui est à la fois qualitative et quantitative en 4 volets. On s'est intéressé à des études de cas. Des études de cas, donc les 2 qu'on présente ici, le scandale des compteurs d'eau de la Ville de Montréal, le scandale du CUSUM, scandale des compteurs d'eau, donc de 2007 à 2012, grosso modo, hein, que les événements se sont produits. Le scandale du CUSUM de 2004 et même à 2019, où on a eu le dernier jugement là, dans cette tristement célèbre affaire. L'étude de cas, pour nous, c'était d'aller voir, justement, d'aller identifier largement et au-delà de ce qu'on connaît généralement de ces 2 scandales, de les documenter de façon assez approfondie pour identifier rétrospectivement quels étaient les facteurs de risque et de quel type de facteurs de risque il s'agissait qui ont rendu possible les scandales en question. Et il faut bien comprendre, je n'élaborerai pas davantage là-dessus, mais des scandales comme ceux-là ne sont pas que le fait des malversations donc de quelques individus malveillants. Pour que ces individus malveillants puissent poser les actes qu'ils ont posés, cela requiert certaines conditions qui rendent possible, qui créent des ouvertures à de telles malversations. Et c'est ça pour nous qui était particulièrement intéressant à documenter. Quels étaient ces contextes et cet environnement qui rendaient, puisqu'on vulnérabilisait les organisations en question, qu'est-ce qui les rendait à ce moment-là davantage vulnérables et faisant en sorte que ces acteurs pouvaient procéder à la manière qu'ils l'ont fait. Donc, on a fait ce type d'études. Vous verrez d'ailleurs à la fin, dernière diapo, on a un ensemble, nos notes de recherche. On a produit un ensemble de travaux sur chacune de ces questions. Ces travaux sont disponibles, vous pourrez les consulter. On a procédé également à des analyses documentaires, notamment une revue systématique de littérature sur les pratiques de transgression qui sont documentées dans les pays membres de l'OCDE, donc sur les questions qui nous intéressaient. Et ce qu'on voit ensuite en bleu, ce sont des travaux qu'on a réalisés avec la collaboration de nos partenaires du milieu. Donc, toujours dans l'analyse documentaire, on s'est intéressé aux documents administratifs internes que nos partenaires ont eu la gentillesse de partager avec nous. Question de mieux voir et de mieux comprendre, qu'on mentionne ici, la cartographie de leur système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Question de voir pour nous, parce que c'était un objectif majeur ici, de quoi disposent nos partenaires à l'heure actuelle pour justement veiller à cette protection de l'intégrité et d'autre part pour promouvoir l'éthique dans l'organisation. Ça nous a permis de produire une cartographie intégrée d'un tel système. Et on a aussi, avec nos partenaires, dans la même foulée, on a produit un questionnaire d'auto-évaluation des systèmes d'intégrité et de promotion de l'éthique où des acteurs donc travaillant chez nos partenaires, répondaient à un ensemble de questions sur la connaissance qu'ils avaient et l'opérationnalisation des différents mécanismes et dispositifs dont disposent nos partenaires, ce qui nous permettait aussi de mieux documenter, encore une fois, cette réalité de terrain. On a procédé également, troisième volet, à l'aide de questionnaires ici qu'on a distribués chez nos partenaires, un questionnaire sur la sensibilité éthique, ainsi qu'un questionnaire sur le leadership éthique, de manière à mieux voir la capacité des acteurs à percevoir les enjeux éthiques. Donc, troisième volet. Et on a également procédé, suite à cela, à des entrevues semi-structurées.
Tout ça afin pour nous de mieux identifier, on comprendra que l'ensemble de cette méthodologie sur différents volets visait pour nous à mieux identifier les facteurs de risque qui sont récurrents dans les grands projets d'infrastructure, à la fois dans les scandales qu'on a documentés, à la fois ce qu'on est en mesure de voir chez nos partenaires, à la fois aussi ce que la littérature académique nous permet de documenter à l'international. Donc, d'identifier ces facteurs de risque récurrents et aussi d'identifier les meilleures pratiques de gouvernance, celles qui permettent justement d'atténuer, de prévenir les risques éthiques. On peut passer à la prochaine diapo. Excusez-moi. Donc, nous avons bénéficié pour ces travaux d'une participation importante de nos partenaires. Je vais aller rapidement ici, simplement pour vous indiquer que le questionnaire d'auto-évaluation dont j'ai parlé, donc du système d'intégrité de l'action publique et de la promotion de l'éthique, qui nous a servi à la construction de la cartographie. Donc, nous avons obtenu un retour de 35 de ces questionnaires, donc 22,7% de réponses. Ça peut sembler peu, c'est suffisant, c'était suffisant, bien suffisant pour nous aider compte tenu justement des documents dont nous disposions déjà, pour nous aider à avoir un bon aperçu aussi de l'utilisation de ces différents dispositifs. Il faut dire également que le questionnaire en question nécessitait un investissement quand même assez important de la part des personnes qui répondaient, des participants. Questionnaire sur le leadership éthique, donc un retour fort intéressant de 42,2%, 86 nous sont revenus sur 204. Questionnaire sur la sensibilité éthique, 113 sur 204, donc plus de la moitié de retour. Et nous avons procédé à 24 entrevues. Les populations qui étaient visées par ces démarches sont pour l'essentiel donc des cadres intermédiaires des organisations, donc des chefs de division, des chargés de projet et des cadres supérieurs également, des directeurs de services, des sous-directeurs de services. Nos résultats globaux donc, doivent beaucoup aux partenaires, mais il faut bien comprendre que nos résultats ne proviennent pas que des terrains, comme je l'expliquais tout à l'heure. On cherchait des récurrences et des convergences à partir de l'ensemble des documentations dont on a disposé. On comprendra aussi que pour des raisons de confidentialité garanties aux personnes qui ont participé à notre étude, et particulièrement, je dirais encore plus, à nos entrevues, on ne peut associer directement l'un ou l'autre de nos partenaires les résultats qui suivent, ni bien entendu aller dans le fin détail de certains d'entre eux. C'est des contraintes normales, classiques d'éthique de la recherche. On peut changer de diapo. Donc, on passe maintenant à certains résultats de notre étude, en revenant d'abord sur une distinction importante qui nous a accompagnés tout au long de ces travaux. La distinction entre les facteurs de risque éthiques qui menacent l'intégrité des marchés publics et ceux qui menacent l'éthique dans la culture des organisations. Donc, qui menace l'intégrité des marchés publics, on en parlera donc de tels facteurs de risque, quand se voit diminuer ou altérer la capacité des organisations à se protéger contre les tentatives de captation et de détournement faites par des intérêts privés. On va revenir sur la question de captation tout à l'heure, mais essentiellement, c'est cette idée ici, quels sont les... Est-ce que l'organisation a la capacité de se protéger contre les interférences ou les atteintes, tout ce qui pourrait nuire à l'atteinte des finalités qui sont celles des services publics et notamment, bien sûr, d'optimiser l'usage des fonds publics et tout ce qui ferait cela, dans le fond, au bénéfice d'intérêts privés plutôt que de mettre au premier plan le primat de l'intérêt public. Les facteurs de risque éthique qui menacent l'éthique dans la culture organisationnelle, c'est quand se voit diminuer ou altérer la capacité des agents publics, donc qui travaillent dans ces organisations, à développer et à exprimer leur éthique professionnelle. Ce sont deux types
de menaces, deux types de risques qui sont distincts, qui sont différents, mais qui sont en lien. Et c'est ce qu'on verra encore dans les diapos qui suivent. On n'a aucun intérêt à confondre l'intégrité, ici les facteurs de risque qui affectent l'intégrité des marchés publics et les facteurs de risque qui affectent l'éthique dans la culture organisationnelle. Les facteurs qui mettent à risque l'éthique dans la culture d'une organisation vont contribuer à vulnérabiliser davantage l'intégrité des marchés publics en créant des conditions qui sont défavorables à l'intégrité. Donc, je vais revenir un peu plus loin sur justement cette articulation entre ces deux types de facteurs de risque qu'on ne doit pas confondre. Prochaine diapositive. Donc, on y va maintenant avec quelques exemples. On prendra, ce sont seulement quelques exemples de facteurs qui mettent à risque cette fois-ci, donc tout d'abord l'intégrité dans les grands projets d'infrastructure. Et je vous invite encore, bien sûr, à consulter là, les notes de recherche que nous avons produites. Je vous mentionne aussi en même temps que le prochain numéro de la revue Éthique publique, donc vous pouvez trouver la revue Éthique publique sur tout moteur de recherche, là, très simplement en entrant revue Éthique publique et avoir accès à ce moment-là à l'ensemble de la production de la revue. C'est accès libre et sans contrainte. Le prochain numéro qui paraîtra le mois prochain ou peut-être début juin, mais pas plus tard, est un numéro justement qui porte sur les questions d'éthique et d'intégrité dans les marchés publics. Donc, vous aurez là également d'autres informations, d'autres détails à partir des travaux qu'on a conduits. Donc, les facteurs mettant en risque l'intégrité des grands projets d'infrastructure, plusieurs de ceux qu'on a identifiés, donc à partir des différents moyens qu'on a utilisés, sont en lien avec l'exercice du pouvoir politique. Et là, j'insiste ici là-dessus, le pouvoir politique, bon, évidemment, ce sont les élus, mais ce sont les conseillers politiques, ce sont aussi des présidents de conseils d'administration, ce sont les gens qui sont en mesure d'exercer une forme ou l'autre de pouvoir face aux processus, aux procédures régulières qui sont celles de l'administration dans les organisations. Donc, beaucoup de ces facteurs sont en lien avec l'exercice du pouvoir politique. Ce sera le cas notamment quand la frontière politico-administrative n'est pas respectée. Et là, on a des possibilités d'excès ou de dérive de décisions qui sont motivées par des considérations politiques plutôt que par une expertise qui est fondée clairement sur des faits. Donc, on est dans l'ordre ici, donc d'un contrôle politique qui peut faire en sorte justement qu'on est face à une relative dissolution ou manque de respect de la frontière devant être maintenue entre le politique et l'administratif. La captation de la décision publique aussi, phénomène très bien documenté et qui va se produire quand des intérêts privés dominent ou influencent les décisions au détriment de l'intérêt public. Et là, il faut voir qu'on n'est pas ici pour autant nécessairement dans de l'illégalité. C'est bien important de le mentionner parce que parler de facteurs de risque, encore une fois, je le mentionnais au début, nous ne nous sommes pas uniquement intéressés à la corruption et à la collusion ou encore à l'illégalité. On s'intéresse à tout ce qui vulnérabilise les marchés publics. Et dans ce cas-là, lorsqu'on parle ici de captation de la décision publique, on peut penser par exemple au clientélisme. Exemple, quelle population veut-on desservir et pourquoi en matière de transport collectif? On peut avoir là quelque chose qui relève du clientélisme et que si on prenait des décisions en ces matières uniquement sur des bases ici d'une planification bien pensée, peut-être que les décisions seraient légèrement différentes. On peut penser au cas de lobbyisme, on peut penser aussi à l'action des réseaux d'élite.
Encore une fois, on n'est pas dans l'illégalité. La carence de planification aussi, qui résulte souvent de l'arbitraire politique, je le mentionnais tout à l'heure, qui va entraîner des surcoûts, qui peut entraîner donc des surchauffes avec un ensemble de conséquences potentielles. Donc, tout le domaine, donc un ensemble de facteurs de risque rattachés à l'exercice du pouvoir politique. On a d'autres catégories de facteurs de risque aussi à l'intégrité qui relèvent tantôt de la gestion, des facteurs de risque structurels, des facteurs de risque socio-économiques. On en a documenté plusieurs. J'en mentionne ici seulement quelques-uns. L'insuffisance d'expertise à l'interne, l'abus de gré à gré. Donc, on est là face à des phénomènes qui vulnérabilisent les organisations publiques. La question notamment de l'abus des contrats de gré à gré, on peut prévoir qu'avec la situation de pandémie que nous vivons encore actuellement, on aura probablement beaucoup à apprendre dans les prochains mois et les prochaines années sur le fait que beaucoup de contrats ont forcément été accordés de cette façon et peut-être que dans bien des situations, les mesures de contrôle se seront avérées insuffisantes et qu'il y a eu là des coûts peut-être peu ou difficilement justifiables. Bon, ce sera documenté. La faiblesse des dispositifs de surveillance, très important également. La concurrence faible ou inexistante qui ne permet pas de garantir un juste prix. Ça va, donner un exemple ici, ça va se refléter par exemple dans le fait de ne pas scinder des projets en différents contrats spécialisés. Ça fait en sorte de nuire à la concurrence, ça peut faire en sorte d'écarter de plus petits joueurs et de favoriser également, par la force des choses, certains types d'abus. Donc, ce sont différents facteurs dans les manières de faire, dans les manières d'organiser aussi les ressources à l'intérieur des organisations ou de procéder dans l'ordre contractuel, le gré à gré, qui font en sorte donc de vulnérabiliser, encore une fois, les marchés publics. On peut passer à la prochaine diapo. Quelques facteurs maintenant qui mettent à risque l'éthique professionnelle des agents publics dans les grands projets d'infrastructure. Comme je le disais au début, ce sont des facteurs de l'environnement de travail lorsqu'on parle des facteurs qui mettent à risque l'éthique. Ce sont des éléments moins tangibles, mais néanmoins bien réels et qui ont un impact majeur dans les organisations. Donc, des facteurs qui relèvent de la culture du milieu. Des éléments, donc des facteurs qui vont nuire à l'expression de l'éthique professionnelle des agents publics et qui vont participer, et c'est ça qui est tout à fait essentiel à retenir lorsqu'on parle des facteurs qui mettent à risque l'éthique, c'est que ces facteurs de risque participent à créer des conditions qui sont favorables pour les menaces à l'intégrité. On en relève ici quelques-uns. Culture du silence. Hein? On voit ça dans certaines organisations où les gens voient bien, sentent bien, et parfois les messages même peuvent être explicites, que chacun doit se mêler de ses affaires. Point final. Culture de complaisance, culture de tolérance aussi vis-à-vis certains comportements. Et ce type de culture revient à banaliser les conduites transgressives. Absence de transparence. L'absence de transparence, qu'est-ce que ça fait dans une organisation? Bien entendu, ça rend difficile, pour ne pas dire parfois impossible, les contrôles, comme de toute façon la validation par les pairs, qui est un mécanisme de contrôle aussi implicite très important dans une organisation. Donc, quand on est dans une organisation où on cultive le silence, la complaisance, la tolérance, l'absence de transparence, on crée là tout un ensemble de conditions qui vont faire en sorte qu'il sera beaucoup plus facile
pour des acteurs malveillants, de tirer profit de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'organisation. Les faiblesses des mesures relatives à l'éthique, très important également. Ce qu'il faut bien comprendre à ce niveau, c'est qu'on peut mettre en place des codes et on peut mettre en place des mécanismes de correction dans des organisations, et c'est très certainement une bonne chose, mais des dispositifs comme ceux-là ne suffisent pas à garantir ce qui devrait être garanti pour justement atténuer ces risques de vulnérabilité. C'est ce qui est requis en plus, ce sont des formes d'engagement positif de la part des agents publics, des préoccupations qui sont sincères vis-à-vis les bonnes pratiques dans l'organisation. Donc, ce sont des éléments importants, si présentés très succinctement, qui doivent être considérés parce qu'ils mettent, encore une fois, à risque, ensemble, les facteurs qui mettent à risque l'intégrité et les facteurs qui mettent à risque l'éthique mettent à risque donc les marchés publics, particulièrement ici, les grands projets d'infrastructure. On peut passer à la prochaine diapo. De façon à répondre à ces risques qu'on a identifiés, on a identifié un certain nombre de stratégies d'atténuation et de prévention qu'on a regroupées en 4 volets distincts et complémentaires. Et j'insiste beaucoup ici sur cette idée de complémentarité entre chacun des volets. On ne peut pas se limiter à travailler sur un seul de ces volets si l'on compte effectivement atténuer les risques éthiques pour notre organisation. Les 4 volets, donc, des stratégies, on a pensé des stratégies visant la protection de l'intégrité, donc la protection contre les menaces d'abus, des stratégies visant cette fois la promotion de l'éthique professionnelle des acteurs dans l'organisation et donc qui vont toucher la culture de l'organisation, des stratégies visant le développement et l'efficacité d'un système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique, et quatrièmement, des stratégies qui visent l'environnement normatif et institutionnel des grands projets d'infrastructure. Ce qu'il faut bien comprendre ici d'emblée avec le 3e volet de stratégie, c'est qu'on vise le développement et l'efficacité de dispositifs et mesures institutionnelles de coordination de la protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Le lien entre les stratégies de premier et du deuxième volet. En ce qui concerne les stratégies du 4e volet, on doit bien comprendre que les facteurs de risque ne peuvent pas tous être contrôlés par les organisations qui gèrent les grands projets d'infrastructure. Toute organisation se situe dans un environnement normatif et institutionnel, et donc il y a des règles qui s'imposent à elle. On peut penser par exemple aux règles du plus bas soumissionnaire. Il y a des stratégies là aussi envisagées. Donc, on va regarder très rapidement quelques exemples pour chacun de ces volets. Prochaine diapositive. Premier volet, le volet de protection de l'intégrité. Donc, c'est 10 de nos 23 recommandations concernent ce premier volet. Une recommandation, donc, renforcer l'indépendance de l'administratif à l'égard du politique. J'ai déjà parlé au préalable que dans les facteurs de risque qu'on a identifiés, beaucoup sont en lien justement avec l'exercice du pouvoir politique. Bon, il ne s'agit pas ici, évidemment, de contester d'aucune façon la légitimité du pouvoir politique, mais de s'assurer que la frontière entre le politique et l'administratif soit respectée, qu'elle puisse, autrement dit, servir de garde-fou aux dérives potentielles de la logique politique, trop souvent guidée par le clientélisme ou encore par des influences externes. Faire valoir par là, autrement dit, des analyses qui sont fondées sur des faits et des données crédibles et éviter dès lors aussi
les ingérences du politique dans les processus administratifs. On peut penser à des pressions pour accélérer certaines décisions, des pressions également pour accélérer l'évaluation des coûts, etc. Et qui font en sorte ou qui peuvent faire en sorte de générer justement des risques pour les marchés en question. Donc, tout un volet ici de recommandations qui concerne ce renforcement de l'indépendance de l'administratif à l'égard du politique. On mentionne également augmenter l'expertise interne. Pourquoi? Tout simplement afin de diminuer la dépendance des organismes publics à l'endroit du privé. On se rappellera que c'était quelque chose qui avait été fortement mentionné dans le rapport de la commission Charbonneau, la nécessité, par exemple, de renforcer l'expertise interne au ministère des Transports. C'était un cas dont il avait été question. On est là lorsqu'on est en mesure de diminuer la dépendance à tous les niveaux possibles de l'organisation à l'endroit du privé, on diminue les risques pour l'intégrité. D'ailleurs, dans un rapport récent, 2020, la vérificatrice générale du Québec rappelait encore une fois l'importance de cette question, qui va aussi avec la valorisation de l'expertise interne, avec l'adoption de politiques de rétention des experts et des employés dans des secteurs à forte pénurie. Plus on est en mesure de disposer d'expertise de bon niveau, mieux on est en mesure de résister, encore une fois, aux risques et qui peuvent vulnérabiliser l'organisation. Également, prendre garde que la confiance accordée aux firmes privées ne se transforme en aveuglement. C'est notre troisième point, augmenter la surveillance et le contrôle des grandes firmes privées et des sous-traitants. Surveillance et contrôle, c'est essentiel. Il ne faut jamais baisser la garde sous aucun prétexte, même si, par ailleurs, une organisation peut avoir fait des affaires depuis longtemps de manière régulière avec une entreprise, ce n'est surtout pas une raison pour baisser la garde. La confiance ne doit pas se transformer en aveuglement. S'assurer d'une bonne planification des opérations, clairement, les défauts de planification entraînent des coûts, augmentent les risques associés aux décisions qui sont prises dans l'urgence ou qui sont arbitraires, qui vont, à ce moment-là, rendre possible des malversations. La planification est absolument essentielle à tous les niveaux. Accroître la reddition de comptes et l'imputabilité. On est dans un élément crucial de la bonne gouvernance. Ce sont des clés essentielles. Il faut faire en sorte, par là, autrement dit, que des traces des décisions qui sont prises soient conservées. Peuvent être conservées par écrit, par des signatures, par des enregistrements, de diverses façons. Mais cette reddition de comptes protège, d'une part, les acteurs si des vérifications sont faites, et en même temps, ça encourage à faire les choses correctement. Toujours agir au fond ou penser cette question un peu de la manière suivante. Si des vérifications devaient être faites, est-ce qu'on pourrait retrouver aisément le rationnel, le justificatif des décisions qui ont été prises, ainsi que la responsabilité des acteurs ayant contribué à ces décisions? Très important. S'assurer également de produire une estimation rigoureuse des coûts. Ça va impliquer, dans bien des cas, manifestement, ça ne peut pas toujours être le cas, mais de privilégier la méthode des coûts réels d'estimation plutôt que celle des coûts historiques et de mieux encadrer les travaux des firmes appelées à préparer des estimations. Ce sont là, entre autres, aussi des recommandations, encore une fois, qui ont été rappelées encore en 2020 par la vérificatrice générale du Québec. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ce sont là simplement certains des aspects ou des recommandations. Maintenant, quelques exemples
du second volet, qui est celui de la promotion de l'éthique. 6 de nos 23 recommandations allaient en ce sens. Il s'agit ici, je le répète, d'aménager des conditions qui facilitent l'exercice de décisions et de conduites qui sont favorables à l'éthique. En ce sens, le développement d'une culture sensible à l'éthique, et c'est ça qu'on devrait viser dans une organisation, le développement d'une culture sensible à l'éthique va contribuer efficacement à la réduction des risques pour l'intégrité. Pour cela, encore une fois, il faut aller plus loin que l'adoption des codes et la surveillance des conduites. On doit viser l'engagement des personnes. Et pour cela, mais ça requiert notamment de valoriser une culture de transparence, des conduites et des décisions et conduites qui ont cours dans l'organisation. Transparence de ces décisions et de ces conduites. Ça dissuade les conduites inadéquates. Ça facilite les contrôles et ça rend plus difficile la captation par des intérêts privés des décisions publiques. Très important également pour la promotion de l'éthique, ce sont les questions d'exemplarité et de leadership éthique. Exemplarité et leadership éthique doivent se manifester à tous les échelons de la structure de gestion et des pouvoirs décisionnels de l'organisation. On peut demander certains types de conduite, on peut demander donc certaines préoccupations donc, aux employés, aux acteurs, aux agents publics, mais il faut que ça s'appuie sur une exemplarité qui est évidente, sur un véritable leadership éthique. On ne peut pas fonctionner sur un double registre où les décideurs ne respectent pas, autrement dit, ou ne lancent pas des messages cohérents avec, par ailleurs, ce qui est mis en place dans l'organisation et également les attentes qui sont adressées aux différents acteurs dans l'organisation. Donc, et cette cohérence-là va s'établir à partir justement de l'exemplarité et du leadership éthique. On peut passer à la prochaine diapo. Troisième volet, les stratégies qui visent le développement et l'efficacité d'un système de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. 4 de nos recommandations vont dans ce sens. Les menaces de protection, les mesures de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique doivent être bien coordonnées si on compte en tirer les bénéfices escomptés. Ça, pour moi, c'est un message crucial à retenir. Pour ça, il est important de penser en termes de systèmes, de dispositifs, de mesures structurelles. Par exemple, la mise en place d'un système d'audit interne qui permettrait de renforcer la cohérence de l'action administrative face aux risques pour l'intégrité. Ça veut dire aussi de procéder à des diagnostics de risques éthiques, de procéder à des évaluations de l'efficacité des éléments du système d'éthique et d'intégrité. Sans évaluation périodique de l'efficacité, on se met à risque de tomber dans ce qu'on pourrait appeler de la fausse assurance. Ce n'est pas parce qu'on a mis en place des dispositifs et des mécanismes adéquats qu'on peut, pour le dire simplement, se reposer sur ses lauriers. Parce que de l'autre côté, il y aura toujours des gens pour chercher à trouver les failles de ces nouveaux mécanismes. On doit donc s'assurer également que ces mécanismes demeurent tout à fait vivants dans l'organisation. Et donc, des évaluations périodiques de leur efficacité sont absolument essentielles. On doit toujours avoir en tête que les dynamiques de transgression évoluent constamment et que, dès lors, la vigilance est nécessaire. Pour ces tâches relatives au système de protection et de promotion, il est grandement souhaitable de mettre en place une instance organisationnelle qui soit dédiée spécifiquement à cette tâche. On peut passer à la prochaine diapo. Quant au quatrième ou au dernier volet, il relève celui-là de la responsabilité des élus qui édictent les lois et les règlements. Tout d'abord, il est assez manifeste que si on prend par exemple, on mentionne ici réviser la règle du plus bas soumissionnaire.
Il est manifeste que la règle du plus bas soumissionnaire corrige un problème d'arbitraire, mais en introduisant d'autres problèmes, dont l'impossibilité d'une prise en compte suffisante de critères qualitatifs et éthiques. Je repense ici à des articles parus dans la presse au début du mois de février de cette année qui faisaient état de la difficulté de certains organismes publics, notamment des municipalités, difficulté à ne pas contracter avec une firme de gestion de matières polluantes. La firme en question avait été écartée des contrats de la Ville de Montréal par le BIG, mais la firme en question propose les prix les plus bas. Et par contre, ce qui a été documenté, c'est qu'elle disposait de ces matières de manière frauduleuse. Bon, on se retrouve ici, ce que documentait donc cette série d'articles, on se retrouvait avec une situation où des organismes publics se trouvaient contraints en raison de cette règle du plus bas soumissionnaire. Il serait aussi pertinent que le législateur se penche sur la question de la limitation des salaires qui rend difficile la rétention d'une administration publique experte et compétente. On le sait, c'est quelque chose qui est bien documenté et c'est un problème réel. Qu'on doit aussi envisager, c'est une de nos recommandations, la création d'une véritable agence de planification des grands projets d'infrastructure qui pourrait notamment s'inspirer des modèles britanniques et australiens. On a produit là-dessus une toute petite, mais néanmoins, je pense, intéressante note de recherche sur ces deux modèles d'agence de planification nationale. Pourquoi? Bien, de manière à dépolitiser au moins un peu la planification des grands projets d'infrastructure et à inscrire les décisions de développement des grands projets dans des logiques qui soient davantage rationnelles. Il ne s'agit pas ici d'enlever du politique la possibilité de prendre des décisions. Cela relève de la légitimité du mandat du politique. Toutefois, le simple fait d'existence d'une telle agence pouvant faire des recommandations bien appuyées par de bonnes expertises, des recommandations de planification sur 10 ou 15 ans, ça oblige le législateur qui choisit de ne pas respecter le plan de planification en question, de justifier davantage, c'est-à-dire donc d'inscrire les décisions dans des logiques qui soient davantage rationnelles. Et ça, à notre avis, peut contribuer aussi à une meilleure gouvernance des grands projets d'infrastructure. Prochaine diapo. Important donc à retenir, les 4 volets sont complémentaires. À notre avis, on ne peut pas se permettre d'en échapper un. On ne peut pas simplement se dire on en travaille un et on verra les autres ensuite. Aussi, ce qu'on a relevé par la cartographie que nous avons réalisée auprès de nos partenaires, c'est qu'on avait un faible investissement ou un investissement insuffisant quant à la promotion de l'éthique dans la culture des organisations. De manière large, et c'est aussi ce que documenté donc la littérature académique sur cette question, c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre ici de la protection donc, des marchés publics. Trop souvent, on va réduire la dimension de l'éthique au code et à la surveillance des acteurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la promotion de l'éthique dans l'organisation peut passer par des activités qui ne sont pas directement vouées à une question d'éthique. J'ai en tête ici, par exemple, les formations qui sont offertes par le Bureau de l'inspecteur général à Montréal, qui sensibilisent les acteurs de la Ville de Montréal sur un ensemble de questions essentielles qui ont trait à la passation des marchés publics et à la réalisation donc, de ces marchés, qui les habilitent aux bonnes pratiques en la matière. On n'est pas là face à quelque chose qui touche directement une question d'éthique,
Mais par là, on sensibilise les acteurs aux bonnes pratiques et les sensibilisant aux bonnes pratiques, on les sensibilise également à ce qui devrait être fait, on les rend davantage conscients, beaucoup moins vulnérables, et donc on en fait des acteurs professionnels qui pourront contribuer à une diminution de la vulnérabilité de leur organisation. Il est aussi essentiel que soient développées ou renforcées des structures qui permettent une coordination adéquate des dispositifs et des stratégies qui visent la protection de l'intégrité et la promotion de l'éthique. Dernière diapo, s'il vous plaît, plutôt avant-dernière, mais la dernière est strictement informative. Donc, quelques pistes de recherche ici, on en a proposé davantage dans notre rapport, mais il pourrait être intéressant de développer et d'explorer dans des recherches ultérieures, donc de mieux documenter au plan empirique la présence des facteurs caractéristiques d'une culture attentive à l'éthique au sein des organisations publiques. Où en sommes-nous à cet égard dans nos organisations publiques? Est-ce qu'on a des organisations où cette culture est suffisamment développée? Mieux documenter également les facteurs qui mettent à risque la protection de l'intégrité qui sont alimentés par l'insuffisance de cette culture attentive à l'éthique. Donc, mieux documenter, encore une fois, ce lien entre les risques pour l'intégrité et les risques pour la culture éthique. Étudier également les facteurs qui, et j'y insiste, au-delà de la malveillance de certains acteurs, les facteurs qui expliqueraient les résistances du politique à adopter des modalités d'exercice du pouvoir qui seraient davantage conformes à une visée d'atténuation des risques pour l'intégrité des marchés publics. S'interroger, est-ce que ce sont des questions de logique d'action particulière? Est-ce que ce sont des questions qui relèvent de la culture particulière de l'action politique? Est-ce que ce sont des questions de compréhension insuffisante des enjeux particuliers qui concernent les marchés publics? Donc, je pense qu'il y a des études qui doivent être faites à cet égard. Et également, important, développer des stratégies de soutien des organisations afin qu'elles améliorent la compréhension et l'intégration d'une culture attentive à l'éthique. Ce sont quelques-unes des pistes de recherche que notre équipe a été identifiées comme étant des pistes importantes. On peut passer à la prochaine diapo. Et ici, ce que vous avez dans le fond, ce sont les notes de recherche que nous avons diffusées. Comme je le disais, ces notes sont accessibles, libres, pour consultation, téléchargement. Donc, évidemment, on vous invite à en prendre connaissance. Prochaine diapo. Je vous remercie et je cède la parole à mon collègue Yves Boisvert s'il avait quelques points rapidement ou quelques précisions à ajouter à la présentation. Merci. Merci, Luc. Luc a été un excellent gestionnaire du projet, donc on tenait à le remercier, les membres de l'équipe. 5 petites réflexions à partager à partir de la présentation de Luc. Le premier commentaire, je pense que ceux qui sont initiés à ces questions de protection des marchés publics, réflexion sur les scandales liés aux marchés publics, au GPI, diront, et je serai tout à fait d'accord avec eux, qu'il y a peu de nouveautés dans ce qu'on présente dans nos résultats. Pour des chercheurs, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'on aime bien les récurrences et ça valide effectivement ce qui a été fait ailleurs. Donc, ce point-là, pour nous, n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est plus décevant lorsqu'on commence à réfléchir sur la dimension du service public lui-même. C'est-à-dire si depuis 20 ans, on répète toujours les mêmes facteurs de risque, toujours les mêmes questions de comportement problématique et qu'on propose toujours les mêmes recommandations. Moi, je pense entre autres, relisez les vérificateurs généraux à Montréal, à Québec, à Ottawa depuis 20 ans. Et c'est sûr qu'on n'invente pas le bouton à 4 trous là, dans notre rapport de recherche, dans la mesure où c'est des choses qui sont dites, sont énoncées encore une fois quand on relit le rapport du Chesneau de l'unité anticollusion, quand on relit le rapport de la commission Charbonneau, et même si on retourne à Gomery, qui était un questionnement sur certains types de marchés publics, pas de matière des GPI, mais c'était quand même des questions de marché public.
et que je fais mes entrevues et qu'on me redit les mêmes facteurs de risque, les mêmes attentes de la part des acteurs administratifs, je pense que le service public doit réfléchir sur le peu d'évolution qu'il y a eu dans le domaine de l'éthique et de l'intégrité, malgré les crises que l'on a vécues. Hein, je ne rentrerai pas dans les détails, on n'aura pas le temps, mais dans certains dossiers, beaucoup ont déchiré leur chemise pendant les auditions de la commission Charbonneau, mais au Québec, ils ont été les mêmes à déchirer leur chemise quand on a osé vouloir emmener devant le tribunal une firme d'ingénieurs qui avait été reconnue coupable de corruption d'agents publics étrangers. Hein, au nom de l'économie québécoise, l'ensemble de l'élite politico-économique du Québec a déchiré sa chemise en disant c'est du Québec bashing. Mais c'est parce que là, on ne peut pas des fois déchirer notre chemise pour protéger l'éthique et l'intégrité des deniers publics et des décisions publiques, et d'autres fois déchirer nos chemises pour protéger l'économie du Québec. Il y a des choix, il faut être logique et cohérent. Et cette malheureuse parenthèse que l'on a connue il y a quelques années à Ottawa ne nous a pas donné l'impression qu'on avait beaucoup cheminé en matière, malgré le fait qu'on était après la commission Charbonneau. Le deuxième point, moi, je tiens à souligner, et j'en profite que M. Quirion est là, pour dire ce qui est formidable de ce projet-là, c'est qu'il nous a permis, ce projet-là, de tester la valeur heuristique de plusieurs outils, méthodes que l'on avait développés des fois depuis 10-15 ans, des fois depuis 7-8 ans. Je pense à l'analyse des scandales. La première grille avait été développée en 2007. On l'a raffinée. On était peut-être à la 8e mouture. On l'a retestée. Elle était meilleure que jamais. Donc, il ne faut jamais oublier d'investir dans le développement, dans le milieu des sciences sociales, dans le développement des outils de recherche, des méthodes de travail de recherche, des cadres théoriques qui nous permettent de mieux comprendre. Et ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est quand on est en partenariat, c'est de pouvoir le tester sur le terrain de façon concrète et pratique avec des vraies organisations qui sont intéressées à voir l'évolution des analyses que l'on peut faire. Donc, pour moi, ça, c'est une dimension très, très importante qu'on doit maintenir là, dans le financement des recherches. Au niveau des contenus, c'est mes 2 points, dans le fond, qui est à relever. Ce qui est important, le plus important, je pense, qui est à souligner, c'est comment, contrairement à ce qu'on entend souvent dans la littérature institutionnelle et même scientifique, qui met surtout l'importance sur les cadres normatifs et les dimensions structurelles quand c'est bien le temps d'intervenir en matière d'éthique et d'intégrité des marchés publics. Hein, il y a un problème, on rajoute, hein, on encourage à rajouter une nouvelle norme. Il y a un nouveau problème, on va proposer la mise en place d'un nouveau commissaire ou d'un nouveau bureau de l'intégrité ou d'un autre dispositif structurel. Les études, et ce n'est pas la première étude, ça fait plusieurs études qu'on travaille la question du diagnostic des risques éthiques, et autant du côté des facteurs de risque que des stratégies d'atténuation de ces risques-là, le domaine qui est considéré comme le plus important, c'est l'univers des stratégies de gestion, et qui malheureusement sont souvent négligés dans les littératures ou dans les démarches de réflexion pour baliser, protéger l'intégrité et promouvoir l'éthique. Donc, moi, je pense, et là, je fais un lien avec Kéops et Nathalie, je pense qu'il ne faut jamais oublier que derrière des stratégies de gestion, il est important de réfléchir sur les effets collatéraux, autant négatifs que positifs, qu'une stratégie de gestion peut avoir sur l'intégrité et l'éthique de ces grands projets-là. Donc, moi, je pense que là, il y a un chantier important de raffiner au niveau des stratégies. Et des fois, c'est des petites choses qui sont plutôt banales en matière de gestion et qui peuvent avoir d'immenses impacts. Luc en a parlé à la fin, là, ne serait-ce que les conventions collectives gelées et négociées par le Conseil du Trésor qui ne veut pas trop bouger sur les négociations. Et on le voit bien, Luc a parlé des salaires, on sait très bien que certains types
d'emplois stratégiques dans le service public sont tellement mal outillés en matière de qualité des conditions de travail et en termes surtout de qualité du salaire offert, qu'on se retrouve toujours avec des juniors qui ont à gérer des immenses responsabilités dans les GPI parce qu'on n'est pas capable de faire de la rétention du personnel. Donc, c'est des éléments de gestion qui deviennent hyper importants si on veut justement avoir toujours les meilleurs experts capables de confronter de grosses firmes d'ingénierie, de grosses entreprises de construction, si on veut être un petit peu à armes égales pour faire la protection de l'intégrité de nos marchés publics dans les GPI, bien, il faut être capable d'avoir aussi les meilleurs professionnels à l'intérieur de notre service public. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir beaucoup la question de gestion. Et mon dernier point, c'est beaucoup sur la captation. Luc en a parlé et c'est important de revenir brièvement là-dessus. C'est vrai que dans la littérature et dans beaucoup de démarches de réflexion sur l'intégrité des marchés publics, l'obsession numéro 1, c'est la lutte à la corruption et la lutte à la collusion. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a là aussi un beau chantier sur une réflexion beaucoup plus large sur les formes légitimes de captation, qui sont souvent plus pernicieuses, plus souvent normalisées, voire banalisées, mais qui ont des effets dommageables, très, très importants. Je termine parce qu'on est dans un contexte particulier. Tous les intervenants que j'ai rencontrés dans ce projet-là et dans d'autres vous diront que présentement, 28 avril 2021, nous sommes dans un contexte à très haut risque de vulnérabilité, puisqu'on est à la veille de 2 grandes élections, les municipales et les fédérales. Et contrairement à ce qu'on pense, que le fédéral, c'est des bonnes nouvelles quand il nous annonce des réinvestissements massifs à la veille d'élections habituellement dans les projets d'infrastructure, mes répondants disent que c'est des fausses bonnes nouvelles. Des fausses bonnes nouvelles parce que déjà, les entrepreneurs et les firmes sont en train de réaiguiser leurs crayons pour augmenter le coût des services qu'ils vont offrir aux services publics en matière de construction des grands projets d'infrastructure parce qu'on est déjà capable de prévoir qu'il y aura une surchauffe, comme disait Luc. On est déjà capable de prévoir qu'il y aura une avalanche de demandes pour avoir recours à leurs services. Donc, ces contextes électoraux-là sont de mauvaises nouvelles très souvent en matière de protection de l'intégrité. Même chose pour le municipal. Les élections municipales, moi, quand je rencontrais mes répondants du milieu municipal, ils me disaient tous, les 6 mois qui précèdent une élection, c'est les 6 mois où on reçoit le plus de pression, limite, voire indue, pour répondre à ce que Luc appelait le clientélisme électoral. Et donc, il faut toujours être vigilant à ces contextes-là et de réfléchir à ces captations, les lobbyistes, les réseaux informels d'élite qui sont quand même des éléments, des facteurs qui sont perturbateurs en termes de protection de l'intégrité et de promotion de l'éthique. Je m'arrête là-dessus, mais c'est des points qui m'apparaissaient importants de ressouligner. Merci beaucoup. Monsieur Bégin, aviez-vous un complément à ce que M. Boisvert vient de nous... Non, pas vraiment. Je pense que ça venait, l'intervention de Yves venait bien compléter les points que j'ai mentionnés suite à notre rapport. Voilà. Alors, merci à vous deux. On va aller vers les questions de nos participants. Mais tout d'abord, il y a quand même des remerciements, en fait, pour cette recherche rigoureuse. Donc, des félicitations et remerciements. Et on rejoint certains éléments, donc des thèmes, j'ai remarqué dans les questions, puis je vais demander à Alexandra Prohet de se joindre à nous pour soumettre ces questions, mais on fait des références à la méthode d'octroi, le plus bas prix, la formation aussi de certains
certains dirigeants peut-être à considérer. Donc, je laisse la parole à Alexandra. Oui, bonjour, merci Geneviève. Bonjour messieurs Bégin et Boisvert. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je serai avec vous pour les 20 prochaines minutes et je vais me charger de transmettre les questions que je vois qui sont déjà affichées dans l'espace de conversation. Alors en effet, Geneviève, vous l'avez souligné, un certain nombre de thèmes qui sont abordés déjà au travers les commentaires ou les questions que je peux lire ici. Par ailleurs, je vois également, je ne sais pas si c'est une erreur ou bien une réelle main levée, Monsieur Quirion lèverait sa main pour intervenir aussi. Alors, je ne sais pas si dans les circonstances, il est possible de rallumer sa caméra également. Mais avant cela, je passerai à peut-être Monsieur Quirion. Oui, vous désiriez faire un commentaire? Oui, rapidement, parce que je dois quitter en quelques minutes, mais merci Luc et à Yves là, pour la présentation. Très intéressant et peut-être, comme l'a dit un peu Yves, un peu décourageant, je dois dire. Là, ça fait longtemps qu'on répète peut-être pas exactement la même chose, mais quand même pas trop loin. Et ça a été mentionné, période d'élection, élection municipale, élection fédérale, provinciale, pas si loin que ça non plus. Et maintenant, on ajoute en plus là, tout ce qui est relié à la pandémie et la reprise économique qu'on veut. Donc déjà, je pense qu'on est déjà en surchauffe dans plusieurs secteurs. Et là, si on ajoute élection et reprise économique, ça fait un moyen mélange. Là. Fait que, je ne sais pas si là, éventuellement, vous auriez des suggestions pour essayer de minimiser peut-être tout ça. Et mon deuxième point, et ça a été mentionné, et on en parle assez souvent à l'interne, là, les salaires dans la fonction publique québécoise. Et on n'est même pas compétitif avec les universités, là, sans parler du secteur privé. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant de comparables? C'est sûr, au fédéral, on le sait, là, mais globalement, je ne sais pas, moi, en Europe, ou je sais pas, la fonction publique, est-ce qu'il y a une différence aussi importante avec le secteur privé? Parce que c'est certain que c'est difficile de garder, là, par exemple, des ingénieurs très, très, très performants dans le réseau actuel. Tout ce qui est la compensation dans le secteur privé est tellement plus élevé que même si on aime notre travail au gouvernement du Québec, à un moment donné, là, comme on dit en bon franglais, money talks. Messieurs Bégin, Boisvert, je vous laisse la parole pour répondre aux questions de Monsieur Quirion ici. Je vais commencer très rapidement et si Yves veut compléter. Pour le premier volet, je dirais qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire et ce que les chercheurs font, c'est de contribuer justement au débat public, de mettre sur la place publique ces questions, d'en rappeler l'importance, de rappeler qu'au-delà, par exemple, des bénéfices que certains groupes ou certaines populations pourraient retirer de certaines décisions, qu'il y a aussi des coûts qui y sont associés et des coûts qui pourraient être bien moindres dans certains cas, si les décisions étaient mieux planifiées, mieux échelonnées dans le temps, de manière à éviter ces périodes de surchauffe, si bien que collectivement, nous en profiterions davantage, très clairement davantage. On aurait davantage de fonds publics à distribuer pour d'autres besoins essentiels dans la population. Je pense que notre travail, c'est de le rappeler, de le mentionner et de faire en sorte, dans le fond, de documenter et d'aider l'opinion publique à se faire une tête sur ces questions. En même temps, vous disiez, bon, c'est un peu décourageant. Il ne faut pas se décourager, mais bien sûr, les 2 années qu'on a passées dans ce matériel-là, ce n'est pas les 2 années qui nous font
pointer vers le plus grand optimisme qui soit. C'est un fait. Mais en même temps, on se dit, oui, mais on arrive avec des propositions. Et il y a dans les documents qu'on a produits des lignes d'action et des propositions réelles. Il y a des choses qui n'ont pas, à ce point, été non plus expérimentées, testées. Donc, je pense que c'est beaucoup ces éléments-là qui doivent être considérés. Quant à votre deuxième volet, moi, je n'ai pas d'informations quant à des comparables là, entre le privé et le public là, à l'étranger, malheureusement. Ce n'est pas un élément que j'ai eu l'occasion de travailler. Monsieur Boisvert, est-ce que vous voulez ajouter? Oui, ben moi j'aimerais répondre aux deux volets aussi, brièvement. Le premier volet, je pense que ça passe par un des items que Luc présentait, que les Australiens et les Britanniques ont adopté, c'est-à-dire une agence de planification des grands projets d'infrastructure. C'est-à-dire, il faut sortir les grands projets d'infrastructure de la logique du faux keynésianisme. Parce que, moi j'appelle ça du faux keynésianisme parce qu'on est beaucoup plus dans de l'électoralisme dans le développement de nos grands projets d'infrastructure qu'une réelle relance de l'économique. Revenons à Keynes, je ne veux pas faire un cours sur Keynes, mais Keynes, le but des investissements massifs, c'était de relancer l'économie. Alors que très souvent, quand arrivent les enveloppes ou les surinvestissements, l'économie va déjà super bien. Hein? Avant la pandémie, on était dans une économie à son maximum, on annonçait des surinvestissements. Donc, il faut sortir, je pense, de l'électoralisme, parce qu'il faut le nommer comme ça, la gestion du portefeuille collectif en matière de grands projets d'infrastructure, puisque c'est des projets à très long terme qu'on est capable de prévoir. Il faudrait aussi réfléchir sur la réhabilitation et l'entretien régulier. Moi, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées, spécialistes de la gestion des grands projets d'infrastructure, qui disaient « Arrêtons de vouloir toujours faire des nouveaux projets d'infrastructure et pouvons-nous nous asseoir et réfléchir sur le plan d'entretien. » Hein? Le plan d'entretien, c'est on laisse aller jusqu'au moment où il faut remplacer. Ce qui n'est pas sain dans une collectivité comme la nôtre d'être dans ces logiques-là. Donc, moi, je pense qu'il faut une agence qui soit capable de gérer d'abord et avant tout l'entretien de qualité de ces infrastructures-là et ensuite prévoir les besoins et les développements. Donc, ça serait mon premier point. Au niveau des salaires, moi, je pense qu'il faut éviter de trop faire d'analyse comparée. J'aime bien, moi aussi, l'analyse comparée, mais au niveau salarial, c'est assez difficile de faire une analyse comparée. Moi, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître, et là, on rentre dans la logique économique, la réalité des investissements nécessaires pour maintenir une fonction publique de qualité, eu égard à la concurrence de l'environnement économique dans lequel on se retrouve. Et on est capable de reconnaître que dans certains secteurs, le gouvernement fédéral avait pris la mesure, hein, la première fois, c'était avec l'Agence du revenu, c'est-à-dire d'avoir des salaires asymétriques sur certains types de fonctions, parce que, et même sur l'ensemble du territoire, une approche asymétrique dans le type de salaire. Hein. Un comptable de haut niveau ne coûte pas le même prix à Toronto qu'à Saskatoon. Hein? Et c'était innovateur à l'époque pour un service public d'être capable de reconnaître ces critères-là. Québec, avec son approche mur à mur d'augmentation des conventions collectives, on est complètement dépassé, on n'est plus du tout lié à la réalité économique, pas juste des ingénieurs. Hein, dans le domaine des grands projets d'infrastructure, on sous-estime qu'avant la pandémie, la pénurie la plus grande d'experts dans le service public GPI, c'était les techniciens sur le terrain. Parce qu'on n'était pas juste en concurrence avec les firmes d'ingénierie, on était en concurrence dans certaines régions, je pense entre autres la Abitibi-Témiscamingue, l'importance du secteur minier qui allait chercher ces techniciens-là avec des salaires très, très importants qui rendaient le service public complètement là, dénudé de son expertise. Donc, il faut réfléchir à la réalité économique. Hein? C'est l'offre et la demande. Il y a une réalité de coût et de demande de certains types d'experts et on doit adapter la réalité et cesser de se scandaliser lorsqu'on voit un salaire décent
raisonnable. Parce que c'est un fonctionnaire, le Journal de Montréal, qui déchire sa chemise puis qui dit c'est irrecevable qu'un ingénieur du ministère des Transports gagne 175 000 $. Bien, il en gagnerait le double dans le privé. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il faut que le service public affirme la normalité d'avoir des gens de qualité qui sont payés de façon respectueuse de leurs compétences. Sinon, il n'y aura pas de l'avant pour résoudre ce problème-là. Merci, messieurs, pour ces réponses. Monsieur Quirion, êtes-vous satisfait des réponses Ça va et je partage leur enthousiasme. J'ai mentionné que peut-être des fois un peu déprimant, mais globalement, je suis quelqu'un de toujours très, très, très positif et je dois dire qu'en dépit de ce qu'on vient de discuter là, dans la fonction publique québécoise, la majorité des gens qui travaillent là sont de grande qualité, là. Ils sont vraiment très, très dévoués là, à la cause et des fois, ils acceptent les conditions peut-être un petit peu moins intéressantes là, parce qu'ils veulent contribuer à la société québécoise dans son ensemble. Mais c'est vrai qu'on essaie aussi de pousser pour être un peu plus compétitif, je dirais. Là. Merci bien, vous deux. Là. Merci. Merci. Alors, passons aux questions qui sont affichées dans le chat, si vous voulez bien. La première question que j'ai sous les yeux est la suivante. Le participant souhaiterait savoir comment est-ce qu'on peut, dit-il, également considérer le volet personnel comme une autre origine des facteurs de risque, en dehors de celui politique. Et puis là, j'imagine que la question est en lien avec les éléments d'exemplarité, de leadership éthique dont vous avez parlé un peu plus tôt. Alors, je vous laisserai répondre à cette question, messieurs. Monsieur Bégin, pour commencer. Bon, je dirais là-dessus que, très clairement, évidemment, les personnes peuvent être à l'origine de facteurs de risque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la recherche qu'on a conduite, on l'a menée à partir justement d'un cadre théorique qui s'intéresse aux facteurs de risque éthique, ce qui, au fond, dans l'environnement des grands projets d'infrastructure, dans l'environnement des marchés publics, peut contribuer à créer des vulnérabilités, à créer également des opportunités pour des acteurs qui seraient moins bienveillants, à tirer profit de ces vulnérabilités-là. Donc, le facteur personnel, en ce sens, il est considéré, mais il est considéré à l'intérieur de la complexité de l'environnement dans lequel se développent, se déploient les grands projets d'infrastructure, si bien que ce qui nous intéressait, c'est davantage comment faire en sorte de bloquer des opportunités d'action qui pourraient être celles, justement, d'acteurs malveillants, cherchant à tirer des profits indus de contextes de vulnérabilité. Donc, en ce sens-là, on ne rejette pas, je dirais, le facteur personnel, mais ça n'a pas été notre point d'analyse premier, c'est-à-dire de s'intéresser, par exemple, aux motivations des acteurs, à ce qui produit ces motivations et ainsi de suite. On était davantage dans une autre perspective, davantage contextuelle. Je ne sais pas s'il veut ajouter quelque chose. C'est parce qu'effectivement, ce que dit Luc, c'est que surtout dans les grands scandales qu'on a analysés, hein, il y avait des facteurs systémiques assez importants. Sans rentrer dans les détails, si on regarde le scandale des compteurs d'eau à la Ville de Montréal, un des acteurs centraux qui faisait partie du groupe qui a obtenu le marché public, de ce plus grand, hein, c'était le plus grand marché public jamais donné à Montréal. Et on se rend compte qu'un des acteurs centraux qui faisait partie du groupe qui a obtenu le contrat, c'était quelqu'un qui s'est retrouvé en réseau d'amitié, entre guillemets, hein, Aristote ne serait pas content de la définition de l'amitié qu'on va donner là, mais bon, en réseau d'amitié avec toute une série d'acteurs qui avaient un pouvoir décisionnel central. Hein. Pour revenir juste à Montréal, n'oublions pas que quelques semaines, voire quelques mois avant qu'on finalise l'octroi du contrat à la firme en question,
le numéro 2 de la Ville de Montréal s'est retrouvé sur le bateau de l'entrepreneur en question. Hein? Et là, on se dit, bien, oh là, c'est OK, bon, on comprend bien l'importance de cette logique de réseau. Hein? Et là, on va dans la couronne nord du 450 de Montréal, puis on se retrouve avec le même acteur qui s'est aussi retrouvé sur son bateau avec d'autres maires de ces municipalités-là, d'autres directeurs généraux des villes de ces municipalités-là. Et là, on se dit, c'est pas un individu, c'est plusieurs individus qui ont un partage d'intérêts communs, qui se retrouvent dans un réseau, et à chaque fois, il y a des irrégularités ou des enjeux d'intégrité drôlement questionnables là, dans les transactions qui sont faites. Il faut faire attention au nom, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'enjeu, il n'y a pas eu de procès dans tous les dossiers, mais vous voyez comment il y a des systèmes qui font en sorte qu'on ne pourrait pas, pour reprendre la question de monsieur, se limiter à ce que les bons Américains ont appelé la théorie de la pomme pourrie, c'est-à-dire il y a un individu, on cible l'individu, on le met de côté et le problème est réglé. Et je donnerai le dernier exemple parce qu'on a travaillé, nous, à l'ENAP, sur ce dossier-là. C'est le dossier de la ville de Laval dans l'après-tutelle. Et quand on faisait les terrains, les gens nous disaient, mais M. Boisvert, ça fait depuis la fondation de la ville de Laval que ce système-là existe. Il y a eu des maires plus experts dans la gestion de ce système-là, dont le dernier, mais ça fait 30, 40 ans que ça existe. Donc, on est un peu dans ce que Luc dit, c'est-à-dire on est dans une logique où l'environnement alimente le système de transgression plutôt que de le freiner. Donc, l'individu isolé qui arrive plein de bonne foi va plus vers un suicide professionnel, très souvent si sa compétence éthique est trop élevée dans un tel système que de devenir le grand héros de la place. Donc, il faut faire attention avec le type de réflexion où on tente d'individualiser le progrès en matière de gestion de l'intégrité et de l'éthique. Merci pour ces longues réponses complètes. Et je vois que le temps file. Geneviève, je vous interpelle parce qu'à ma montre, il est 14h38 et nous serions déjà rendus au bout de notre période des questions. Alors ici, je vous lance un petit appel. On va poursuivre les questions. Oui, on poursuit un petit peu. Alors, rapidement, peut-être sauter sur un autre sujet, si vous me permettez, qui apparaît au travers de plusieurs questions dans la liste que j'ai sous les yeux, c'est celui qui s'attache à la règle du plus bas soumissionnaire. Alors ça, c'est une question qui est discutée. Il y a un long commentaire, notamment de votre collègue Nicolas Jobidon à cet égard, qui est, je crois, un collaborateur de la recherche qui a travaillé avec vous sur ce projet-là. Et une question spécifique aussi d'un des participants qui nous dit, il faut absolument que je retrouve la question telle qu'il l'a favorisée. Vous avez fait référence à la méthode d'octroi le plus bas prix, elle n'était pas idéale, cette méthode-là. Quelles seraient les méthodes d'octroi favorisées alors, selon vous, dans les circonstances? Monsieur Boisvert, voulez-vous commencer pour changer la dynamique? À moins que Monsieur Bégin, vous désiriez amorcer la discussion. Non, mais l'ensemble des acteurs qu'on a rencontrés qui discutent de ces questions-là sont assez clairs. Il n'y a pas de recette magique. Hein? Il y a un dosage qui pourrait être intéressant. Il y a un dosage entre une pondération sur le prix. Hein? Il y a la technique des 2 enveloppes là, qui est assez connue. La technique des 2 enveloppes, une enveloppe sur le prix et une enveloppe sur le projet en lui-même. On évalue la qualité des critères de respect de la proposition avec une notation. Et ensuite, une fois qu'on a évalué l'ordre des projets au niveau qualitatif, on ouvre les enveloppes de prix et on essaie de trouver justement dans la pondération la meilleure rencontre entre un projet de qualité avec les différents indicateurs que chacun là, des responsables des marchés publics auront mis en place et le prix en lui-même. Ce qui est étonnant, c'est quand on a ces critères d'équilibre-là, l'écart peut être beaucoup moins important parce que les soumissionnaires vont comprendre qu'ils doivent beaucoup travailler sur la qualité de la proposition.
Hein? Alors que très souvent, quand on n'évalue pas la qualité de la proposition, moi, des responsables des services d'acquisition me disaient, souvent, on a des photocopies d'anciennes soumissions qu'on resoumet à chaque fois. Hein? Parce qu'ils se disent, de toute façon, ils regardent juste le prix. Donc, ce n'est pas tellement l'enjeu de la qualité de la proposition qui va être questionnée. Donc, ce volet-là, et je pense, trouver des stratégies. Personne ne m'a proposé de mesures miracles. D'autres vont proposer la mise en place de commissaires à l'équité qui accompagnent les comités de sélection parce qu'on sait très bien que le choix des membres d'un comité de sélection le choix peut avoir un impact important sur la sélection du sous-contractant ou du partenaire qui va faire affaire, qui va obtenir le marché public. Donc, un commissaire à l'équité et à l'intégrité des marchés publics pourrait être un tiers externe qui suit les délibérations du comité pour s'assurer que ces délibérations-là ont été faites dans les règles de l'art et de façon irréprochable. Il y a des organisations au Québec qui ont utilisé cette méthode-là et les résultats sont assez intéressants. Il y a des pistes, mais je pense qu'il y a encore à innover à ce niveau-là. Luc? Monsieur Béjoin? Je peux ajouter, je pense que c'est sur cette question des critères qualitatifs notamment qu'on doit être en mesure aussi de faire un travail, en s'assurant bien entendu que l'introduction de critères qualitatifs ne vont pas faire en sorte de permettre que ce soit orienté vers et favorablement, donc de rejouer à l'inverse le problème d'arbitraire qu'on avait au point de départ. Donc, il y a une question de mesure là, très fine qui doit être faite dans chaque dossier, mais qui, je pense, peut être faite dans beaucoup de situations et qui force à ce moment-là les entreprises à montrer qu'elles sont des entreprises responsables. Je pense que c'est surtout de ce côté-là et on doit faire en sorte par là aussi donc de corriger ce problème et de faire en sorte que les entreprises, parce qu'on regarde souvent du côté de l'organisation qui pourrait se faire un peu jouer par les entreprises. Mais on doit aussi penser du côté des entreprises qui sont des entreprises responsables, qui sont des entreprises qui valorisent l'intégrité. Comment peut-on faire pour les encourager, ces entreprises? Comment peut-on faire justement pour lancer le message que ce sont précisément ces entreprises avec lesquelles on veut faire affaire et qu'on sera en mesure de faciliter les marchés publics pour les meilleures entreprises. Et donc, c'est sur le travail de critères qualitatifs, me semble-t-il, que certaines avenues, en tout cas, sont envisageables. Parfait, merci messieurs pour ces réponses. Et écoutez, je vois que nous avons vraiment des questions qui pleuvent dans l'espace de discussion. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions à notre disposition. On vous aurait écouté encore pendant un long moment. Alors, on va suivre avec attention toutes vos activités de diffusion en lien avec ce projet, notamment parce que j'imagine que vous aurez d'autres tribunes pour en parler. Alors, je vous remercie personnellement. Merci encore et puis je cède le micro à Geneviève. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Effectivement, ces questions-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je le dis pour les personnes présentes, les participants et participantes, donc on va prendre les questions et on les transmettra donc à Luc Bégin. Et s'il y a des questions qui n'ont pas eu une réponse aujourd'hui, ben, c'est à vous êtes libre de bien vouloir y répondre individuellement. Voilà, donc pour les participants, c'est notre message. Alors, pour conclure, je veux juste rappeler que votre rapport est dans le site, rapport de recherche est dans le site du fonds. Je pense qu'Audrey a mis dans la discussion la référence, mais néanmoins, comme la rencontre est enregistrée, vous recevrez donc tous un courriel vous donnant les coordonnées pour visionner l'enregistrement et à partir de là, évidemment, de diffuser dans vos réseaux les rapports et enregistrements. Et donc, je pense que oui, j'ai fait le tour pour ces éléments-là. Alors, je vous remercie à tous, mais je vais demander à Nathalie Drouin de nous donner le mot de la fin en quelques minutes. Merci infiniment à vous tous, Luc Bégin et Boisvert. Merci Alexandra. Merci Mme Drouin. D'accord. Merci Mme Godbout.
Tout d'abord, merci beaucoup, Luc. Merci, Yves, pour cette excellente présentation. Et on comprend, là, avec ces travaux de recherche-là, qu'il faut vraiment demeurer vigilant quant au comportement éthique. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas il n'y a pas de secret. Il y a des étapes que vous nous avez mentionnées qu'il faut respecter et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on atteigne ce niveau d'éthique dans l'ensemble de nos administrations. Mais vous nous avez donné d'excellentes pistes. Je remercie aussi l'ensemble des participants au webinaire. Merci beaucoup de votre présence, c'est très apprécié. Et, des questions aussi, parce qu'on voit que ça fait émerger énormément de questions, là, ces travaux de recherche-là. Peut-être vous souligner pour ceux et celles qui veulent encore plus d'informations, sur le site web de Keops, il y a une page consacrée aux travaux des chercheurs. Alors, on a rassemblé l'ensemble des notes, des rapports de recherche, des courtes vidéos aussi qu'on a eu la chance, Luc et moi, de faire pour résumer l'ensemble des travaux. Alors, n'hésitez pas à aller vous nourrir là, en allant sur le site web de Keops et d'aller chercher ces informations-là. Merci. Le scientifique en chef est parti, mais c'est un excellent partenaire de Keops, comme vous avez bien compris. Geneviève, Mme Godbout, Audrey, pour nous avoir soutenus dans cette réalisation-là de ce webinaire. L'équipe Keops, Alexandra et Armand, qui ont fait un excellent travail. Et j'aimerais en terminant souligner aux gens que si vous êtes intéressés par un sujet de recherche, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Keops, on est assez facile à trouver là, sur Google, alors, ou même Nathalie Drouin, vous pouvez nous écrire et puis ça nous fera plaisir de démarrer des nouveaux projets de recherche. Je voyais, on a beaucoup parlé du plus bas soumissionnaire. Il y a des travaux qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup de place, que ce soit à travailler sur l'intégration des critères, tout en respectant un aspect éthique, mais en respectant la qualité, d'amener des éléments plus soft dans l'évaluation des soumissionnaires et des soumissions qu'on obtient. Alors, je vous invite vraiment là, à ne pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse développer d'excellents projets de recherche similaires à ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.